Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal au sommaire de cette édition du mercredi 7 décembre. Les conséquences de l'élargissement des mesures de sécurité concernant la grippe aviaire inquiètent les professionnels. Tous les élevages du département sont depuis ce mardi tenus au confinement. Une décision qui intervient au pire moment, à la veille des fêtes de fin d'année. Dans les Pays de la Loire, la filière avicole représente près de 20 000 emplois. Nous prendrons des nouvelles des skippers du Vendée Globe avec l'annonce ce mercredi d'un nouvel abandon. Les avaries sont de plus en plus importantes car les skippers traversent une zone inhospitalière. Les risques font partie intégrante de la course. L'histoire le prouve. Enfin, nous irons à la rencontre de deux sportives originaires de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui ont participé en novembre dernier au 15e raid Amazon qui se tenait cette année en Californie. Pendant 6 jours, elles ont avalé les kilomètres en marchant, à vélo et en canoë. Elles nous raconteront. Je vous le disais en titre et nous vous en parlions dans notre précédente édition, le niveau de risque de grippe aviaire dans les élevages français a été placé en risque élevé ce mardi. Le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé plusieurs mesures de protection et de confinement pour éviter toute contamination. Dans notre département, 126 communes étaient jusque-là concernées et ce sont maintenant tous les éleveurs qui sont appelés à la plus grande vigilance. La FDSEA et la direction départementale de la protection des populations rappellent les consignes de sécurité qui concernent aussi les particuliers. Samuel Grasset. Des volailles à l'air libre, cette image, le ministère de l'Agriculture ne veut plus la voir. Face à la découverte de plusieurs cas de grippe aviaire dans le sud-ouest de la France, il a décidé de renforcer les mesures de sécurité sanitaire dans les élevages. Le but, éviter tout contact entre les volailles et les oiseaux sauvages, potentiellement porteurs du H5N8, un virus particulièrement virulent qui peut décimer rapidement tout un élevage. On a demandé aux gens de rentrer les animaux ou de mettre des filets de façon à ce que les oiseaux migrateurs ne soient pas attirés par l'alimentation. Ça concerne également les particuliers qui détiennent des animaux de basse-cour chez eux. Et donc ça leur demande également de confiner leur volaille ou au moins de mettre un filet par-dessus et en tout état de cause de faire en sorte que tout ce qui est eau et alimentation se trouve à l'abri. Des consignes déjà appliquées depuis 2 semaines dans 126 communes vendéennes, situées dans les zones humides sur les routes de passage des oiseaux migrateurs. Les règles sanitaires s'appliquent désormais à tout le département. En Vendée, aucun foyer de grippe aviaire n'a été enregistré. Il s'agit de mesures de précaution pour éviter une crise sanitaire. S'il venait à avoir des cas d'influenza, on pourrait avoir une perte économique pour les agriculteurs, mais aussi pour les abattoirs qui seraient fermés, usines d'aliments, des accouvreurs. Si ça prenait un certain secteur, ça serait des catastrophes. Il y aurait plusieurs milliers de personnes au chômage au bout d'une semaine. Une filière avicole qui craint pour son image auprès des consommateurs à l'approche des fêtes de fin d'année. Les autorités rappellent néanmoins que la grippe aviaire ne présente aucun risque pour l'homme et que la consommation de volailles, d'œufs et de foie gras est sans danger. Une situation qui concerne également les chasseurs puisqu'il est interdit de lâcher du gibier à plumes sur le territoire national, sauf sous certaines conditions, comme pour le lâcher de faisans et de perdrix par exemple. On ouvre une page économie avec l'inauguration d'une toute nouvelle base logistique pour l'entreprise Mulliez-Flory. Basée au Longeron dans le Maine-et-Loire, cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de vêtements professionnels. Elle fournit notamment des grandes entreprises comme Peugeot, Renault, Système U ou encore la RATP. Et elle a choisi l'Avéry pour installer son nouvel entrepôt de stockage. La commune est idéalement située près des axes autoroutiers grâce au partenariat avec Vendée Expansion. Le projet a pu voir le jour très rapidement. En tout, 5 millions d'euros ont été investis et la plateforme construite par des entreprises locales permet d'employer 35 personnes du bassin de vie. À terme, une cinquantaine de salariés devraient y travailler. Pourquoi ce lieu ? Parce que c'est proche de notre entreprise, puisqu'on est à 15 km d'ici, que nous exploitions déjà un site sur Mortagne, donc qui n'est pas très loin par rapport au personnel. Et puis c'est un site remarquablement bien situé sur le plan logistique, puisque nous sommes à 45 minutes d'Angers, 45 minutes de Nantes et 45 minutes, même pas 20 minutes de La Roche-sur-Yon. Donc desserte sur le sud Europe, Espagne, Portugal, Maroc, desserte sur la Bretagne par rapport à Nantes, desserte sur Paris, parce qu'on est à 3 heures de Paris. Donc l'enjeu, il est là.
Au chapitre politique à présent, François Asselineau, candidat à la prochaine élection présidentielle, était en Vendée ce week-end. Président et fondateur du parti UPR pour l'Union populaire républicaine, il a présenté une partie de son programme basé sur la sortie de la France de l'Union européenne. En 2012, déjà, cet ancien haut fonctionnaire passé par les cabinets ministériels de droite s'était présenté, mais n'avait pas recueilli suffisamment de signatures. Une première expérience pour ce souverainiste convaincu. Ce qui me distingue du reste des autres candidats, c'est que j'ai créé moi-même un mouvement politique le 25 mars 2007, il y aura bientôt 10 ans, pour appeler les Français à se réunir au-dessus du clivage droite-gauche afin de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors il y a 10 ans, c'était considéré comme farfelu, et bien maintenant, je suis le candidat du Frexit. Aucun autre candidat, j'insiste là-dessus, ne propose ce programme. Venons-en au Vendée Globe avec tout d'abord cette annonce faite ce mercredi matin par Sébastien Josse. Le skipper Edmond de Rothschild abandonne la course suite à une grave avarie sur l'un de ses foils. Les conditions météo très agitées ont largement contribué à ce problème technique. Et c'est donc avec beaucoup de tristesse que Sébastien Josse a dû se résoudre à annoncer à son équipe cette très lourde décision. Il était 3e au classement général derrière Alex Thompson et Armel Lecléache et faisait partie des favoris pour remporter ce Vendée Globe. J'ai plus le bateau à 100% de sa sécurité. Et un foil qui sort, c'est une avarie, c'est une voie d'eau dans le bateau, ça peut être un équilibrage, ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave. Et aujourd'hui, je ne sais pas sécuriser de façon fiable et certaine cet appendice. J'aurais pu le sécuriser à 100%, je continue la course parce qu'il va se passer encore plein de choses dans le Vendée Globe. On voit que c'est jamais fini et c'est pas le foil qui m'aurait empêché de peut-être faire le podium. Là, c'est la sécurité qui reprend le dessus. Prenons à présent des nouvelles de Quito-de-Pavant. Tôt ce mercredi matin, l'équipage du Marion Dufresne, un navire français chargé du ravitaillement des terres australes, a extrait le skipper de son bateau. Il a tout de suite été pris en charge par un médecin après avoir passé plus de 10 heures enfermé dans la cabine de son monocoque. Pendant tout ce temps, le bruit et l'inquiétude ont accompagné Quito-de-Pavant qui confiait son extrême déception et la difficulté morale de devoir abandonner son bateau de la sorte. On l'écoute. C'est vrai que c'est dur pour le moral, pour le mental. Là, j'ai un peu du mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sentiments qui passent. C'est compliqué. C'est la première fois que j'abandonne un bateau, que je ne ramène pas quelque part. Et c'est vrai que la situation était quand même particulièrement difficile parce que je ne pouvais rien faire avec le bateau, à part faire le bouffon. Je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas reculer. Donc c'était une situation particulièrement difficile. Et bon, la décision a été vite prise parce que, il y avait le Marion Dufresne qui était là, et puis deux, il n'y avait pas d'autre solution que de quitter le navire parce que la situation est trop compliquée. Et les avaries matérielles font malheureusement partie des risques encourus et connus des skippers. Certaines zones du globe sont plus ou moins hospitalières et l'océan Indien qu'ils traversent actuellement est loin d'être la zone la plus facile. Le Vendée Globe, une course à haut risque, reportage. En 1992, l'Américain Mike Plant disparaît en mer lors de son convoyage vers les Sables d'Olonne. Quelques jours après le départ, le Britannique Nigel Burgess est retrouvé noyé au large du Cap Finistère. En 1997, le Canadien Jerry Roof, pris dans une tempête dans le Pacifique, ne donne plus signe de vie. Des morceaux de son bateau seront trouvés plus de 10 ans après sur une île du Chili. Plusieurs skippers du Vendée Globe ont vécu des situations plus que délicates et sont passés tout près du drame. Ce fut le cas de Raphaël Dinelli en 1996 près des Kerguelen. Accroché à son épave, affamé et assoiffé, il est sauvé par Pete Goss. Le chavirage, Tony Bullimore et Thierry Dubois en 1997, Jean Le Cam en 2009 ou encore Javier Sanso en 2013 l'ont vécu. Ils ont pu être secourus grâce à d'autres skippers en course ou par un service de sauvetage maritime. Et puis il y a les nombreux accidents, les blessures, la langue coupée de Bertrand De Broc, le fémur brisé de Yann Eliès ou encore l'échouement du Belge Patrick de Radigues assommé sur son bateau. Au fil des éditions, le parcours est de plus en plus sécurisé grâce notamment à la surveillance des glaces. Mais le Vendée Globe reste le Vendée Globe. Les skippers savent bien qu'ils se lancent dans une aventure risquée et c'est aussi pour ça que le défi demeure aussi grand. Il ne reste donc plus que 22 skippers encore en lice pour cette 8e édition du Vendée Globe. Ils ont déjà arpenté la moitié du parcours et une dépression arrive droit sur eux, alors ils vont devoir redoubler de vigilance.
Thomas Ruyant, le nordiste de la course, a annoncé ce mardi qu'une voie d'eau s'engouffrait directement dans sa cabine. Il a réussi à la colmater provisoirement, mais cherche avec son équipe technique le moyen pour aveugler cette arrivée d'eau et continuer ainsi à mener sereinement l'aventure. À l'avant, la bataille continue entre Armel Lecléache et Alex Thompson. Ils creusent l'écart avec le reste de la flotte et font voile vers la Tasmanie, porte d'entrée vers l'océan Pacifique. L'Assemblée générale des buralistes de Vendée se tenait ce dimanche à La Roche-sur-Yon. L'occasion pour ces professionnels de discuter des nouveaux paquets neutres à arriver depuis plusieurs mois maintenant sur leur présentoir. Ils modifient la pratique de leur métier et nécessitent de nouvelles méthodes d'organisation pour continuer à servir correctement leurs clients. Alors, quel est l'avenir de la profession? C'est également l'une des questions qui a été posée ce dimanche. Pour permettre à tous les acteurs de réfléchir à ces problématiques, un salon de la proximité sera organisé les 19 et 20 mars prochains au Sables d'Olonne. L'objectif de ce salon, vous savez qu'il y a des buralistes en zone rurale ou dans certains quartiers qui n'ont pas la visite de certains commerciaux ou de toutes les possibilités de développement au sein même de leur commerce. Et là, ce sera l'occasion de pouvoir voir et réfléchir à des opportunités à laquelle on n'avait pas pensé. Alors, je dirais, soit dans la carterie, dans l'objet, ou pourquoi pas dans la vente de boissons ou de services de proximité. Voilà un éventail de produits qui peut pérenniser et qui peut augmenter la fréquentation chez le buraliste, ou tout au moins la maintenir. Parlons de sport à présent, puisqu'en novembre dernier, 3 équipes vendéennes ont participé au 15e Raid Amazon organisé cette année en Californie. Parmi elles, une équipe de 2 gilocruciennes qui participaient pour la première fois à ce défi sportif intense. Licenciées au club de triathlon du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Sophie Vézien et Elisa Joran ont terminé 2e sur 33 au classement des équipes de 2. Un beau podium au profit de l'Institut Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Rencontre signée Aurélien Huard. Il y a un peu plus d'un an, Sophie Vézien lance au sein de son club de triathlon l'idée d'une participation au Raid Amazon. Idée qui séduit Elisa Joran. Les 2 femmes créent une association, les Audacieuses. Amatrices de voyage, de rencontres et de défis, les voilà embarquées dans une aventure mémorable. Au programme 6 jours d'épreuves en VTT, canoë ou encore course à pied sous le soleil californien. Objectif pour les 2 Vendéennes, le top 10. Elles terminent finalement sur la 2e marche du podium. On n'est pas des super sportives. Moi, je suis maître nageur au départ. J'ai toujours nagé, couru, mais après, on est loin d'être des championnes. Donc, on est contente parce que ça a été le mental en fait qui a été très fort dans ce raid. Parce que je pense pas être particulièrement douée pour tous ces sports. Pendant ces 6 jours, il a fallu suivre le rythme intense du raid avec l'enchaînement des épreuves qui débutaient très tôt pour éviter les fortes chaleurs. Autre élément à prendre en compte, la gestion d'équipe. On n'a pas le même punch au même moment, donc il y en a toujours une qui est un petit peu plus vaillante et ça change tous les jours. Là, ça durait quand même 6 jours, donc c'est des durées auxquelles on n'a pas l'habitude, on ne s'est jamais essayé en fait. Chaque jour, on se dit allez encore, faut y retourner. C'est pas juste un dimanche, une compétition, voilà. Pour ce raid, Sophie et Elisa ont décidé de parrainer l'Institut Gustave Roussy, le premier centre européen de lutte contre le cancer. Grâce aux sponsors et aux manifestations qu'elles ont organisées, elles ont pu reverser 1 800 €, un parrainage lié à l'histoire personnelle de Sophie. Moi, j'ai été soignée là-bas il y a 13 ans maintenant. Donc c'est un juste retour des choses et on trouvait ça fabuleux de pouvoir faire ça aujourd'hui, ce raid-là. J'ai été soignée grâce à eux, je peux courir, je peux faire du vélo, je peux marcher. Donc c'est à moi de redonner maintenant l'appareil. Après cette 2e place sur 33 équipes, les Audacieuses ne comptent pas s'arrêter là. Elles ont beaucoup d'autres projets en tête pour la suite, d'autres défis sur d'autres terrains, mais avec la même association. À noter également la 2e place décrochée par l'équipe vendéenne Magic Friends by OPA, composée de 3 coureuses. Enfin, le 3e équipage, les Rêves Amazon de Saint-Jean-de-Mont, a fini 29e sur 33. On jette un coup d'œil sur la météo de ce jeudi, une météo qui ressemble très fortement à ces 2 derniers jours, avec un temps voilé mais lumineux et des températures très douces. Le bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Mais les programmes de TV Vendée continuent puisque ce jeudi, Adèle Fugère revient dans la grande émission sur le salon Vendée Métiers, organisé tout ce week-end à La Roche-sur-Yon. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.